Alors je suis très gêné et très impressionné de parler ce soir devant vous, de parler après Peggy. J'ai un peu honte parce que je sais que je vais dire des choses moins intelligentes, moins profondes, moins sensées que lui, mais enfin, vous m'avez proposé de venir et j'ai accepté. Voilà, d'abord je suis très heureux de veiller avec vous ce soir. Alors moi je suis pas du tout un cofondateur des veilleurs, je ne sais pas qui a commencé à prétendre cela, en tout cas pas moi. Je suis un veilleur comme tant d'autres. Effectivement j'ai un peu participé à l'émergence de ce mouvement, mais comme tant d'autres encore une fois. Donc je ne crois pas qu'il y ait de cofondateurs, de dirigeants, de chefs. Voilà, les veilleurs c'est les gens qui se rassemblent sur la place publique pour essayer de réfléchir aux enjeux cruciaux de leur temps et d'essayer d'esquisser des perspectives d'avenir, pour améliorer tout simplement la vie de notre société. Alors effectivement, ce texte de Peggy est une excellente introduction à ce que je vais essayer de vous dire. C'est un texte compliqué, très, très dense, comme à chaque fois la prose de Peggy, même si elle paraît répétitive, au contraire, en fait elle avance beaucoup de choses. Et ici donc je vais développer à ma manière, maladroite bien sûr, ce concept d'universelle interchangeabilité. Donc Peggy fait le principe du monde moderne. Alors j'ai préparé quelques notes quand même. Je voudrais d'abord éviter un malentendu à propos du mot libéralisme. Alors c'est un mot un peu piège puisque tout le monde lui donne sa définition. On lui accole d'infinis préfixes, néo, ultra et d'infinis épithètes. Libéralisme sauvage, libéralisme échevelé, libéralisme excessif, etc. Bon, c'est un mot qu'on emploie tellement qu'il lui aussi est un peu prostitué qu'on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Mais enfin bon, c'est un mot qui a malgré tout une histoire, une certaine réalité. Alors, je vais m'empresser d'essayer de définir ce que j'entends par libéralisme, par logique libérale et donc par société libérale. Donc, je dirais très simplement qu'une société libérale est une société qui prône l'extension maximale des droits individuels. C'est par exemple la définition que donne Jean-Claude Michéa dans un livre sur ce qu'il appelle lui la civilisation libérale, l'empire du moindre mal. Donc la logique libérale est la logique de l'extension maximale des droits individuels. Je précise en disant que j'appelle libéral ce qui se fonde sur le refus des limites intrinsèques à notre condition humaine, à notre corporéité, à la vie en société, etc. Refus des limites et des interdits. Le libéralisme est la quête de la transgression, souvent la transgression pour elle-même. Il s'agit de briser les tabous. Il y a eu un échange que je trouve assez savoureux très récemment entre notre ministre de l'économie et le président, le chef du Parti socialiste. Donc Emmanuel Macron a dit il ne doit pas y avoir de tabou. Et Cambadélis, je ne sais plus son prénom, a rétorqué il ne doit pas y avoir de tabou, mais il doit y avoir quelques totems. Et j'ai trouvé la formule vraiment intéressante. Voilà, donc d'un côté on avait vraiment une vision libérale, pas de tabou, il faut, pourquoi pas après tout, hein, il faut être capable de rediscuter de tout, il n'y a pas d'acquis sociaux par exemple qui soient irréversibles. Et puis de l'autre, donc des totems, donc voilà, certains principes sur lesquels on ne transige pas. J'appelle libéral la volonté de tout réguler, de tout déréguler au contraire, pardon, tout déréguler, c'est-à-dire laisser libre cours à ce que Adam Smith, donc grand penseur du libéralisme, a appelé la main invisible, c'est-à-dire la capacité du marché, par la loi de l'offre et de la demande, de concilier les intérêts, les pulsions individuelles pour l'intérêt général. Donc la main invisible est, selon Adam Smith, et donc qui est quand même un des grands principes de la vision libérale, ce qui permet au marché de régler
les conflits entre les hommes. On peut estimer que c'est une vision que la réalité détrompe, dément assez régulièrement. J'appelle également libéral l'exaltation du pragmatisme, de la mobilité, de l'efficacité par rapport à l'enracinement, par rapport à la tradition, par rapport donc à l'attachement pour des choses non immédiatement utiles, efficaces, profitables. Alors, une fois ces quelques définitions liminaires faites, je vais essayer de présenter 3 pistes de réflexion. Ah oui, je voulais vous dire aussi que quand Pierre m'a proposé de venir, il m'a présenté le sujet société libérale, la grande déshumanisation, point. Et je me suis permis de lui dire que je trouvais ça un peu brutal et qu'il me semblait que les veilleurs devaient être avant tout un lieu de réflexion plutôt qu'un lieu de doctrine, d'assénation. Donc je m'interroge avec vous sur la nature de la société dans laquelle nous sommes et savoir quel est le sens qu'on peut donner à ce mot libéral. Donc 3 axes de réflexion. Je dirais d'abord que la liberté de nos sociétés libérales, la liberté vantée par nos sociétés libérales, par nos sociétés, est illusoire parce qu'elle consiste en réalité en une double aliénation, d'une part à la technique, d'autre part au marché. Deuxièmement, je dirais qu'en réalité, nos sociétés sont moins matérialistes, reproche qu'on leur fait souvent, que consuméristes. Je reprendrai les analyses de Peggy à ce moment-là. Troisièmement, je dirais que la logique de la consommation conduit inévitablement à l'obsolescence de l'homme, que l'émancipation vantée par la logique libérale conduit inévitablement à la déshumanisation. Premier point, donc, la liberté vantée par nos sociétés, qu'on peut qualifier de libérale, est illusoire. Illusoire pourquoi? Parce que toute l'émancipation, toutes les libérations des contraintes, des déterminismes sociaux, culturels, religieux, conduit en fait à une autre forme d'aliénation. Alors là, il faut éviter, me semble-t-il, la pensée binaire qui voudrait qu'avant c'était mieux et que maintenant c'est pire, ou le contraire. Évidemment, il y a des logiques d'émancipation qui sont bonnes parce qu'il y a des sociétés où les traditions sont trop fortes, où les carcans collectifs pèsent trop sur l'individu et où au contraire, et où dans ce cas il est bon d'émanciper l'individu effectivement de certaines tutelles, etc. On peut penser à certaines sociétés théocratiques où il ne fait pas forcément bon vivre. Donc les déterminismes culturels, les stéréotypes sociaux, etc. sont parfois effectivement trop fortes et dans ces cas, il est bon de s'en libérer. Pour autant, une fois donc qu'on les a déconstruits, qu'on les a décrédibilisés, que reste-t-il? Eh bien, c'est là le problème, c'est que ce n'est pas une vraie liberté qui se présente alors à l'individu débarrassé de ses traditions, débarrassé de ses visions archaïques, c'est bien souvent une aliénation à la technique ou au marché. On peut prendre des exemples qui me semblent assez simples. Si on pense l'émancipation sous forme d'extension de nos possibilités, de nos potentialités, certaines techniques nous ouvrent des horizons absolument splendides en termes de maîtrise de notre quotidien. Exemple d'actualité, les Google Glasses. Alors les Google Glasses, c'est des lunettes connectées. Notre quotidien sera de plus en plus envahi, je choisis le mot à dessein, par des outils connectés qui font que nous serons reliés en permanence, non pas avec le monde proche, mais avec l'ensemble du monde lointain, et que donc nous aurons en effet voilà, ça induira, je voulais dire, un rapport du monde myope. Nous verrons loin, mais pas proche. C'est ça la myopie, hein. Je dis pas de bêtises. Non, je me suis trompé. Ah non, excusez-moi.
hypermétrope. Voilà, pardon, je suis astigmate. J'ai jamais bien compris ce que c'était. S'il y a des opticiens qui peuvent m'éclairer. Pardon, excusez-moi, donc un rapport hypermétrope. Oui, les Google Glasses, donc ces lunettes connectées qui sont déjà commercialisées à l'état un peu de prototype en Californie, dans la Silicon Valley, etc. Eh bien, est tombée une dépêche qui a annoncé qu'il y avait le premier cas de... comment dit-on, de folie, d'aliénation à cet outil technique, puisque quelqu'un a eu besoin de faire une cure, puisque quand il n'avait pas ses lunettes, il continuait à tapoter convulsivement pour activer, comme s'il activait ses lunettes donc électroniques, etc. Donc, phénomène assez intéressant. Évidemment, on apporte beaucoup de confort, on apporte une augmentation des potentialités, puisque vous êtes connecté à Internet en permanence, vous pouvez filmer vos interlocuteurs, d'ailleurs à leur insu, ce qui pose énormément de problèmes en termes de vie privée, etc. Vous pouvez chercher des informations sur n'importe qui. Quand vous voyez quelqu'un, il y a une reconnaissance faciale qui fait que vous avez immédiatement son pédigré, des informations sur lui via les réseaux sociaux, etc. Bref, ça vous donne effectivement un rapport quasi omniscient à ce qui vous entoure, mais évidemment ça vous extrait aussi du monde charnel, du monde concret, puisque vous ne voyez plus le monde qu'à travers l'écran, et ce qui fait écran, c'est bien ce qui bloque aussi, ce qui met à distance. Donc vous n'êtes plus dans un rapport charnel direct au monde, mais dans un rapport de plus en plus distancié. C'est ce que j'essayais de dire maladroitement tout à l'heure avec l'hypermétropie, avec le caractère hypermétrope. Autre exemple plus connu peut-être à Versailles, de cette émancipation qui conduit à une aliénation, même si elle peut nous libérer d'autres tutelles, d'autres aliénations, elle nous fait tomber dans des aliénations encore pires. On tombe de Charybde en Scylla. Je veux parler ici de ce qu'on a appelé la libération sexuelle, qui a bien des écarts, effectivement, a fait tomber des tabous, a fait tomber certaines visions, ça c'est discutable, certaines visions peut-être excessives, puritaines de la sexualité, mais en même temps a fait de la sexualité un vrai marché et aussi un vrai lieu de commerce des corps et d'angoisse. On peut penser par exemple au fait que aujourd'hui, et c'était l'exemple très probant cité par Benoît tout à l'heure, avec donc la congélation des ovocytes pour vous assurer une carrière plus équilibrée, enfin en tout cas plus longue, la sexualité aujourd'hui est programmée et une question très, très difficile à gérer, puisque maintenant que nous avons la possibilité de maîtriser nos cycles, de maîtriser notre fécondité, évidemment, le contrôle devient une contrainte, et aujourd'hui, pour faire l'amour, nous sommes obligés de consommer des produits, des pilules. Alors quand je dis nous sommes obligés, la société voudrait nous y contraindre, évidemment. Individuellement, nous sommes toujours capables de résister à cette marchandisation-là. Mais voyez, avant, la sexualité était quelque chose de gratuit, et dans l'acte et dans ses conséquences. Maintenant, eh bien, on vous propose toutes sortes de produits pour exciter votre libido, pour réguler votre fécondité, et puis, évidemment, on commence à commercialiser la reproduction. Et là, ce sont les choses qu'on connaît avec évidemment la commercialisation des ventres, la PMA, la GPA, où à chaque fois il y a des techniciens et donc des marchands. Ce qui était gratuit, ce qui était libre, ce qui était mystérieux devient contrôlé, devient technique et donc devient commercial. On peut aussi évoquer le fait que la consommation qui est
qui a des aspects absolument magnifiques et dont nous sommes des acteurs, chacun de nous, puisqu'effectivement nous sommes des acheteurs quotidiens. Ça nous permet de faire plein de choses, ça nous permet d'avoir des objets très pratiques et en même temps, ça nous soumet à certaines puissances. Et j'ai découvert récemment que seulement 10 entreprises contrôlaient la quasi-totalité de notre alimentation. Si vous prenez les géants qui ont des succursales, qui ont des filiales, en fait, on remonte assez vite à 10 entreprises qui contrôlent la totalité de ce que nous mangeons. Et ça, c'est me semble-t-il, un effet pervers, une imposture du système économique dans lequel nous sommes, puisque l'on voudrait nous faire croire que nous avons une liberté de choix infinie, que la libre concurrence permet une diversité incroyable de produits, et en réalité, si on regarde d'un peu plus près, on voit qu'il y a une tendance monopolistique très forte, donc la constitution de monopoles, les plus gros mangeant les plus petits. C'est vrai dans le domaine alimentaire, c'est vrai dans le domaine des livres. À chaque fois, la logique de ce marché dérégulé, c'est le gros qui mange le petit, c'est Amazon qui évidemment met sous pression les petits éditeurs, les petits libraires, c'est les grandes surfaces qui font fermer les petits commerces, etc. Tout ça au détriment finalement de notre liberté, parce que par exemple aujourd'hui à Dreux où j'habite, eh bien, je ne peux pas faire des courses quotidiennes sans prendre ma voiture, sans me déplacer, puisque l'hyper machin a été déplacé en grande banlieue. Donc vous voyez, ce qu'il était possible, des produits qu'il était possible de trouver à proximité, aujourd'hui, ça ne l'est plus. Alors ça dépend des villes où vous habitez, je ne sais pas comment ça s'organise à Versailles. De la même manière, on nous fait croire que les progrès techniques qui permettent aux agriculteurs, par exemple, de produire beaucoup plus, sont une forme d'émancipation, puisque ça va faciliter leur travail. En réalité, on constate que, bien sûr, vous avez des exploitants agricoles, on n'est pas très loin de la Beauce ici, par exemple, qui sont des fortunes, qui sont des industriels, et puis vous avez tous les petits paysans qui disparaissent, qui ne peuvent plus produire librement, notamment par exemple parce que les semences agricoles sont brevetées et que vous avez une disparition, enfin un appauvrissement considérable de la biodiversité agricole. Donc à chaque fois on se rend compte, on peut multiplier les exemples à l'infini, qu'on s'émancipe de certaines limites, de certaines mesures, mais qu'on tombe dans des aliénations plus grandes. Aujourd'hui, le petit paysan du tiers-monde, et comme celui qui cultive son potager en France, ne peut pas planter n'importe quelle espèce, il ne peut pas vendre toutes les espèces. On a perdu, pour chaque espèce, pour les choux par exemple, il y avait des centaines de variétés. Aujourd'hui, on n'en a que plus quelques-unes qui sont sur nos étals, nos étaux, je sais pas, dans nos marchés. Voilà, donc un appauvrissement là où on nous avait promis une extension infinie de nos possibilités. Et c'est là, deuxième point, que nos sociétés apparaissent moins matérialistes que consuméristes. On dit en permanence oh, nous subissons le matérialisme, etc. Si on réfléchit un peu, il me semble que nos sociétés pourraient être dites matérialistes si elles avaient un respect immense pour la matière, pour le matériau, pour les objets. En réalité, qu'est-ce qu'on constate? C'est que c'est moins l'objet en lui-même qui est valorisé que l'acte d'achat. Sinon, nous ferions durer nos objets. Sinon, nous ferions en sorte d'en prendre soin, de les réparer. Or, nous sommes entrés, nous le constatons tous, dans une consommation du jetable, où les objets ont une vie très courte. On peut le constater avec des produits ménagers. Moi, j'ai toujours entendu dire que certaines machines à laver, avant, qui étaient certes plus simples, pouvaient fonctionner une vingtaine d'années sans aucune réparation. Maintenant, non seulement vous n'avez aucune prise sur
sur ces machines qui sont bourrées d'électronique, de même qu'il est impossible de réparer une voiture aujourd'hui par vos propres moyens tellement elles sont devenues compliquées, et puis en plus il faut les changer. Qu'est-ce que cela signifie? Que l'objet est dévalorisé puisque c'est un déchet en puissance. L'objet n'a plus de valeur en soi, il n'a plus qu'une utilité, mais utilité qui est très vite rendue obsolète par la nouveauté. Et c'est là qu'évidemment la publicité, le marketing dévalorise l'objet puisqu'il nous donne toujours envie d'en acquérir un nouveau et donc il rend obsolète le précédent. Donc l'objet n'a plus de valeur en soi qui se fonde sur son utilité, voire sur son esthétique, mais uniquement sur le fait qu'il est le dernier modèle et ce dernier modèle sera remplacé très prochainement par un autre. Et cela se remarque à travers le gaspillage. Alors j'ai écrit un petit papier là-dessus récemment. Nous sommes dans l'année l'année européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire et je crois que le 16 octobre, c'était hier, aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors là, voilà, il y a des chiffres absolument colossaux, je les ai pas en tête, mais ils sont assez sidérants, de nombre je crois que c'est 20 kilos de nourriture comestible jetée par chaque année par chaque Français, dont 7 kilos de nourriture qui était encore sous vide, donc qui n'était pas du tout périssable. Voilà, là les chiffres sont astronomiques. Cela est le signe que ce que nous consommons n'a plus de valeur en soi. Nous avons un besoin de consommer, l'acte d'achat vaut plus, enfin, l'acte d'achat est plus important que l'objet lui-même, puisque sinon, encore une fois, nous ne gaspillerons pas les choses. Et évidemment, un des effets pervers de cette déchéance de l'objet, de cette déchéance de ce que nous consommons, c'est la baisse de la qualité, puisque cette déchéance de l'objet, le fait que l'objet est quasiment déjà un déchet en devenir, un déchet en puissance, explique aussi, est causé et explique que la qualité de ce que nous produisons diminue. Évidemment, la société du jetable fonctionne ainsi. Nous consommons des produits nous achetons des produits de moindre consommation, donc nous les respectons moins, nous avons moins d'égards à leur égard, et donc nous avons moins de difficultés à les jeter, à les mettre à la poubelle. Évidemment, cela n'est pas sans impact sur l'humanité elle-même. Si notre rapport consumériste au réel, qui est donc un rapport de dévalorisation de l'objet devenu interchangeable, produit en série, devenu interchangeable, comme le disait Peggy, j'ai perdu mon fil, excusez-moi. Donc, cette société consumériste qui transforme tout en produit d'échange n'est pas sans conséquence sur notre vie à nous, puisque nous entrons également dans une société où l'homme devient lui-même un objet d'échange, une marchandise. Alors bien sûr, il y a toujours eu des trafics humains, il y a toujours eu de la prostitution, il y a toujours eu de l'esclavage. On peut d'ailleurs se réjouir qu'il y en ait moins aujourd'hui, mais insidieusement, petit à petit, on relégitime des formes d'esclavage. Vous êtes tous très conscients du problème de la GPA, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il est intéressant de faire le lien, me semble-t-il, entre le fait qu'on accorde de moins en moins d'importance, d'attention à ce qui nous entoure, aux objets en eux-mêmes, pour leur utilité et pour leur beauté, et le fait que nous soyons incapables d'accorder de l'importance, du respect aux gens qui nous entourent, mais que nous soyons de plus en plus, et c'est cela que les sociétés libérales provoquent, dans un rapport de consommation, de profit. Je le vis tous les jours en tant que professeur, par exemple, où et l'administration et mes élèves me rappellent que je suis un agent, un prestataire des services, et non pas un être humain engagé dans une transmission, mais je crois que
François-Xavier Bellamy en a parlé récemment. Je pense qu'il n'a pas dit des choses trop contradictoires avec ce que j'essaye de vous raconter. Troisième point, et je vais finir car j'ai peur d'être un peu long. Nous allons vers l'obsolescence de l'homme. Alors l'obsolescence de l'homme, c'est le titre d'un essai fondateur de Gunther Anders, qui est un philosophe allemand, exilé aux États-Unis, qui était d'origine juive. Pour l'anecdote, il a été le mari d'Hannah Arendt. Il est moins connu qu'elle aujourd'hui, mais son œuvre est à redécouvrir. Gunther Anders est un penseur de la technique, très critique, et notamment du fait que à l'horizon des années 40, sa grande crainte, ça a été la prise de conscience que l'humanité avait acquis la possibilité de s'auto-détruire d'un seul coup à travers l'arme atomique. Donc il a vu la technique comme l'objet même de la déshumanisation à travers ce qui était le summum de la maîtrise technique à l'époque, la bombe atomique, qui permettait non pas une déshumanisation lente, mais une déshumanisation par la destruction universelle et irrémédiable. Gunther Anders, donc, montre dans ses livres, il a beaucoup écrit sur la question de la technique, que petit à petit, nous avons un complexe d'infériorité à l'égard de la machine, des machines qui nous entourent. Il appelle ça la honte prométhéenne. Qu'est-ce que c'est que la honte prométhéenne pour Gunther Anders? C'est la honte qui nous saisit devant l'efficience, devant l'efficacité, devant la beauté des objets que nous avons nous-mêmes conçus. Nous nous sentons inférieurs par rapport aux objets que nous avons conçus. Et cette réflexion, c'est évidemment un peu plus complexe et plus subtil que ça, donc je ne voudrais pas trop développer de peur de caricaturer, mais il me semble qu'on peut faire un rapprochement assez simple avec toute, peut-être que Tugdual en parlera tout à l'heure, car je sais que c'est un sujet qui, comme moi, le préoccupe beaucoup, toutes les idéologies du post-humain, du transhumanisme, c'est-à-dire de l'hybridation de la technique et de l'homme. Nous avons de plus en plus honte de nos corps fragiles, de nos corps malades, de nos corps qui sont nés d'un processus étrange, celui de la naissance, et non pas calculé. Gunther Anders dit déjà cela dans les années 1950. On ne peut que constater que son diagnostic était juste et que sa justesse ne fait que se renforcer. Effectivement, vous avez des penseurs aujourd'hui dont la pensée commence à influencer nos dirigeants, nos législateurs, des penseurs, je pense à Donna Haraway par exemple, qui est une universitaire italienne, qui a publié dans les années 80, donc vous voyez que ça a déjà plus de 30 ans, le manifeste cyborg. Vous avez aujourd'hui des universitaires français, Thierry Hoquet par exemple, qui était à Nanterre et qui est maintenant à Lyon, qui pensent effectivement que l'horizon de l'humanité, c'est l'hybridation avec la machine. Pourquoi donc continuer à naître du corps d'une femme avec toutes les souffrances que cela cause, alors que nous pourrions faire naître les enfants dans des cuves avec le système de lectogénèse de l'utérus artificiel? Alors quel lien allez-vous me dire avec ce que je vous ai raconté avant? Ça me paraît assez simple. À partir du moment où l'on présente l'émancipation de nos corps, de nos réalités quotidiennes comme un bien absolu, comme un souverain bien, alors pourquoi ne pas continuer jusqu'au bout à s'affranchir de nos déterminismes? Vous vous rappelez des formules employées par Christiane Taubira, comme par Vincent Payon, le progrès, c'est s'arracher à nos déterminismes, s'arracher à nos limites. Si on va au bout de cette logique qui, à mon avis, est la logique libérale, le refus des limites, nous allons effectivement tout droit vers le transhumanisme, le post-humanisme. Et qu'est-ce qui définit l'humanité? Qu'est-ce qui définit la vie? Qu'est-ce qui définit la nature? Sinon le fait d'être né et de ne pas avoir été
produit, de ne pas avoir été calculé. Quand on donne naissance à un enfant, on ne calcule pas, on ne le prévoit pas, même si, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, aujourd'hui on planifie de plus en plus les naissances. Donc on est déjà entré dans cette logique de rationalisation de l'humain. Et cette rationalisation de l'humain, évidemment, est un facteur de déshumanisation. La nature, étymologiquement, vient du mot latin, du verbe latin naître, nascor, nascitur, etc., à donner nature. La nature, c'est ce qui est né, c'est ce qui n'a pas été produit. C'est ce qui est en deçà de la volonté et de l'intelligence humaine. Et bien, petit à petit, le consumérisme libéral fait entrer la naissance dans le champ, le champ de cette, pardon, j'ai un peu mes mots, de cette productivité.